À la une de l'actualité, ces grèves menées par la CSTM qui continuent. Si le déblocage du réseau Mosaïque semble s'approcher grâce à une médiation en bonne voie, le conflit de la Fourrière, lui, menace de s'aggraver. Tribunal, police, les grèves ne sont pas toujours cordiales et pour cause, il arrive que les acteurs du conflit dépassent le cadre législatif. En ces temps d'actualité sociale lourde, nous verrons ce qu'englobe le droit de grève et quelles en sont les limites. Basse-Pointe est en ébullition. Dans 10 jours, elle recevra une étape du championnat mondial de surf professionnel. Une vraie aubaine pour la commune qui se prépare très sérieusement à relever le défi. Enfin, jusqu'au 30 avril, Ange Bonello est à l'Atrium, une première exposition à la galerie André Arsenec pour cet artiste à l'univers bien particulier, un monde de couleurs et de lumière qu'on ira découvrir en fin d'édition. Et notre invité ce soir, vous le voyez, sera le président de l'association Lionnage Autisme à la veille de la journée internationale de l'autisme. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette grève qui dure depuis près de 3 mois à la Fourrière départementale, 3 mois de blocage et de mobilisation, 3 mois sans salaire et pourtant toujours pas d'issue en vue. La situation risque même encore de s'aggraver. Depuis le début du mouvement, l'entreprise n'a dégagé aucun bénéfice. La direction alerte donc aujourd'hui sur la fermeture qui guette cette fameuse Fourrière départementale. Louis Sabas, Hélène Renaud. Des grilles fermées, voilà plus de 2 mois qu'il n'y a plus aucune activité aux abords de la Fourrière départementale. Aucune, si ce n'est celle créée par ces 3 grévistes qui tiennent le piquet de grève. Mais tous les salariés de cette entreprise ne participent pas au mouvement. Ces chauffeurs, par exemple, ne sont pas en grève et le blocage de leur lieu de travail les éprouve psychologiquement. C'est plus moral, je dirais, parce qu'on a quand même un directeur qui nous a payé jusqu'à maintenant. Donc financièrement, ça va encore. Mais c'est plus moral, c'est dans la tête que c'est pas évident à gérer tous les jours. On ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Inquiet pour l'avenir et pour cause. Après une longue période sans activité, la survie de la Fourrière départementale serait menacée. La direction qui se sent isolée serait sur le point de mettre la clé sous la porte. Mon équipe et moi-même nous sommes abandonnés par les pouvoirs publics, abandonnés par les élus. Personne ne se rend compte qu'une entreprise qui subit un arrêt quasi total de l'activité depuis 2 mois est en péril. Les emplois sont menacés. Je dirais même qu'ils sont plus que menacés, puisqu'aujourd'hui je suis obligé de prendre des mesures en la matière. Pour l'heure, aucune rencontre ou négociation entre les parties n'a permis de trouver une issue au conflit, selon le représentant de la CSTM. La dernière fois que nous sommes vus, de reprendre des négociations à 0, alors que nous avons déjà acté 8 points, dont le point le plus dur qui concerne le salarié licencié. Donc par conséquent, il reste 2 points à négocier. Et bien, on a vu que l'employeur a fait une demande de médiation sur les 10 points. Le conflit entre dans son 3e mois, autant de jours sans salaire. Pourtant, la détermination des grévistes semble entière. L'état d'esprit, c'est de continuer jusqu'à ce qu'on a un résultat. Il faut aller jusqu'au bout. Et on n'a même pas vu le reste de la force. Depuis le début du mouvement, plus de 200 véhicules de particuliers seraient bloqués. Les pertes de la Fourrière s'élèveraient à plus de 200 000 € et ce sont 8 emplois qui sont menacés en cas de fermeture de l'entreprise qui a délégation de services publics. Autre mouvement qui commence à durer, celui de la Sotravom, une mobilisation contagieuse qui s'étend à d'autres co-traitants du réseau Mosaïque. Résultat, 20 lignes de bus étaient perturbées aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, les voyageurs ont du mal à se déplacer en raison de cette grève. Une grève à laquelle la médiation entamée il y a quelques jours espère mettre un terme plutôt rapidement. Guy Raphaël René avec Hélène Renaud. Contrairement à celui-ci, ce matin, certains bus n'ont pas pu circuler. 15 lignes du réseau Mosaïque sont à l'arrêt et 5 autres perturbées. Les bus ne peuvent pas sortir des différents parcs des sociétés concernées. Nous avons des co-traitants qui, aujourd'hui, en raison du blocus sur leur parc, voient leurs lignes totalement arrêtées. S'agissant donc de nos sous-traitants, nous avons aussi donc des lignes qui sont perturbées puisque certains de leurs salariés qui sont des partisans donc de la CSTM et donc des grévistes ne sont pas en mesure d'effectuer leur service. Un mouvement qui monte en puissance puisqu'au final, les salariés de 7 entreprises sur les 10 qui collaborent avec la CFTU sur le réseau Mosaïque ont pris part aujourd'hui à la grève générale qui a débuté il y a une semaine. À la gare routière de la capitale, les Foyalais ne sont pas gênés par ces perturbations. Toutes les lignes gérées par la CFTU fonctionnent normalement.
Ce matin, le syndicat des chauffeurs grévistes était à la table de médiation et après 3 jours de discussion, une nouvelle proposition lui a été soumise par la CFTU. L'employeur requalifie le licenciement, c'est-à-dire que le licenciement est un licenciement grave, donc c'est passé maintenant en licenciement sérieux et réel. Il propose aussi aux salariés de réintégrer la CFTU Mosaïque dans 7 mois, c'est-à-dire que le 1er octobre, et il leur propose pendant cette période-là une formation. Proposition qui sera étudiée dès demain par la CSTM lors de son assemblée générale. En attendant, la grève suit son cours. Voilà un reportage signé Guy Raphaël René qui montre encore la lourdeur de cette actualité sociale. Les grèves en Martinique font légion. Depuis des années, elles marquent chaque conflit au sein des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Les salariés martelant qu'ils ont un droit de grève et qu'ils comptent bien s'en servir. Oui, mais dans quelle mesure? Que couvre exactement ce droit de grève? À partir de quand un mouvement bascule-t-il dans l'illégalité? C'est l'enquête d'Hélène Renaud avec Louis Sabas. C'est un mot qui résonne sur toute l'île depuis plusieurs mois, grève. Mais au fait, le droit de grève, c'est quoi? Avant tout, un droit absolu pour tout salarié, inscrit dans la Constitution. Le droit de grève, c'est lorsqu'en fait, l'employeur refuse de s'asseoir autour d'une table pour traiter des questions qui préoccupent les salariés. Bon. Donc, à partir du moment où il y a une fin de non-recevoir, forcément, le droit de grève est là pour dire stop. Vous n'entendez pas, donc nous allons arrêter le travail pour que l'on puisse discuter de la chose du travail, de la chose sociale du travail. Faire grève, oui, mais pas de n'importe quelle manière. Ce type de mobilisation nécessite plusieurs conditions préalables. Établir un cahier de revendication qu'on transmet à l'employeur, c'est la décision collective d'un arrêt concerté et c'est la cessation de travail. C'est une contrainte déjà pour le salarié, parce que le salarié qui est en grève, il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré, en plus il faut qu'il se rende devant l'entreprise, parce qu'il y a la notion du piquet de grève. Et puis, dernier aspect, c'est que le salarié aussi reste vigilant pour qu'il ne soit pas remplacé sur son poste de travail, parce que ça c'est formellement interdit par la loi. Le blocage de l'entreprise ou de la voie publique est un coup de force souvent utilisé en cas de grève. Pourtant, cette méthode est illégale. On confond à la Martinique le droit de grève et les abus du droit de grève et notamment le droit de blocage. Ce sont des entraves à la liberté du travail, à la liberté de circuler, à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit de propriété bien souvent, et ça n'est pas autorisé, c'est illicite. Donc l'employeur peut agir sur le terrain disciplinaire par des sanctions, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde, et sur le terrain pénal et sur le terrain civil pour obtenir des dommages d'intérêt. Si les blocages ont lieu sur une voie privée, c'est le juge des référés qui ordonne l'expulsion des lieux. Les grévistes risquent des amendes, voire des peines de prison en cas de séquestration par exemple. Pour l'entrave de sites publics, c'est la préfecture qui a le dernier mot, sauf qu'en pratique, le préfet intervient rarement pour, dit-on du côté de son cabinet, ne pas attiser les tensions sociales. Au chapitre santé, la journée internationale de l'autisme a lieu demain. Un nouveau-né sur 150 serait touché par ce handicap, une pathologie encore trop peu connue. On en parle avec notre invité Philippe Denisard. Bonsoir. Bonsoir Fanny Marceau. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Lionnage Autisme. Alors je le disais, l'autisme c'est un handicap, on est d'accord là-dessus. Il se dépiste très jeune. Quels sont les symptômes qui permettent de reconnaître l'autisme ? Alors, généralement, les parents, les mamans, souvent, s'en aperçoivent très tôt, peut-être même un peu avant. Ce sont des petites choses, hein. C'est un enfant qu'on a un peu de mal à prendre dans les bras. Quand on rentre dans la pièce, généralement, l'enfant qui entend le bruit d'une porte, il se retourne. Là, on n'a pas de réaction, on se demande s'il entend, s'il n'entend pas. Et ce sont au début ces petites choses qui alertent les parents. Et d'ailleurs, souvent, les médecins pensent qu'ils alertent un peu à tort, et finalement, ça peut être le début de quelque chose qui ressemble à ça. Donc, dès qu'on a ces premiers signes d'alerte, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Alors, les enfants autistes, et même une fois adultes, sont souvent victimes de nombreuses discriminations. Quel est le travail mené pour lutter contre ces discriminations, justement ? Alors, le plus gros travail, c'est le travail de connaissance, hein, voire de reconnaissance de ce qu'est l'autisme. Donc, ces journées-là, en l'occurrence, hein, tout à fait ce qu'il faut. Sensibilisation, journée de rencontre,
journée de partage donc entre les familles, les parents qui ont des personnes autistes dans leur famille. Et puis, c'est aussi l'occasion pour certaines personnes qui se posent des questions. On a peut-être un cousin, un enfant qui nous interpelle. C'est l'occasion de venir se poser des questions. Et puis, chemin faisant, on peut commencer à comprendre ce qu'est l'autisme et éventuellement ébaucher mieux le tolérer des perspectives. Oui, tout à fait. En France, les entreprises du secteur privé sont obligées de recruter des personnes handicapées à hauteur de 6% de leur effectif dès lors qu'elles ont au moins 20 salariés, une obligation qu'elles peuvent d'ailleurs contourner en cotisant à un fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés. Le géant informatique Microsoft vient d'annoncer qu'il allait recruter des autistes à hauteur de 1% de son effectif mondial car selon lui, ils auraient des prédispositions pour l'informatique. Est-ce que le monde professionnel en fait assez pour les sortir du banc de touche dans lequel la société les a enfermés? On n'en fait jamais assez. Alors, pour ce qui est de l'autisme, je dirais que c'est un peu particulier, parce que ceux qui pourront, qui auront la chance d'avoir un emploi, sont ceux qui auront, je dirais, quasiment pas de déficience intellectuelle. Et ça, c'est une notion assez importante. L'autisme est souvent associé à une déficience intellectuelle qui est plus ou moins importante. Mais dans tous les cas, cette déficience intellectuelle, qui peut être associée d'ailleurs, qui est souvent associée à des troubles du comportement, rend très difficile la possibilité d'accéder à un emploi. Donc il y a des possibilités, notamment de travailler sur les troubles du comportement. Et puis pour les autres, il y a peut-être des choses, alors il y a des choses pour lesquelles on a beaucoup travaillé, réfléchi en termes de job coaching pour accompagner ces jeunes. Alors pour parler d'un emploi, alors Microsoft, bon, je pense que ça s'adresse à un nombre extrêmement restreint de personnes autistes, les autistes dits de haut niveau, ceux qui ont le syndrome d'Asperger notamment, mais pour les autres, ça va être très compliqué. On est dans le troisième plan autisme depuis 2013 et jusqu'en 2017. Il s'agit de rendre le dépistage et la prise en charge plus simples et plus efficaces pour les familles. Est-ce qu'en Martinique, la prise en charge est assez complète ? Elle ne l'est pas. Alors on n'a pas forcément à rougir de ce qui est fait sur place. Il y a un travail assez conséquent qui est à faire, notamment sur la question du dépistage précoce. Plus on intervient tôt, plus on peut proposer des solutions de prise en charge jeunes et plus on arrive à permettre aux autistes de s'insérer. Nous, on milite de façon importante sur la question de l'inclusion en milieu ordinaire, que ce soit pour les activités professionnelles, sportives, scolaires. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Un autiste, il peut travailler, aller à l'école, et à chaque fois que c'est possible, il faut le faire en milieu ordinaire. On essaie d'éviter la ghettoisation. Donc l'idée, c'est un petit peu ça. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu demain pour marquer cette journée ? Grosse journée, un peu festive. Donc déjà, journée d'information pour informer ceux qui souhaitent le faire. Journée également autour de cette question de l'inclusion en milieu ordinaire, notamment de voir que des autistes, ils peuvent, avec des enfants tout à fait non autistes, faire des activités sportives, des activités artistiques. Donc l'objectif, c'est un petit peu ça aussi. Donc on invite tout le monde à venir nombreux sur le Malécon pour découvrir toutes ces activités et puis se renseigner le cas échéant sur ce que c'est que l'autisme. Qu'est-ce que l'autisme, voilà. Merci beaucoup Philippe Denisard d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et voilà une journée en tout cas demain qui aurait certainement intéressé le docteur Georges Vaton, l'un des médecins préférés des Martiniquais, engagé dans le milieu associatif comme en politique. Il était d'ailleurs l'un des piliers du PPM dont il fut pendant 20 ans le trésorier. Il avait également brigué la mairie de Saint-Joseph et son siège de conseiller général. Ami d'Édouard de Lépine et Camille Darcière, il était très proche du peuple, une proximité renforcée par la chronique santé qu'il animait à la radio. Le docteur Vaton s'est éteint cette nuit à Fort-de-France. Il avait 82 ans. Toute la journée, nombre de personnes se sont rendues à son domicile pour lui rendre hommage. Elle aussi a été certainement très bousculée par la mort du docteur Vaton. Catherine Conconne sera l'invitée de Regard sur l'actu politique ce soir. Kathleen Villas-Copette, Maïki Rask et Eddy Marajo lui poseront des questions sans détour. Voilà ce qui vous attend. Il y a une question qui taraude beaucoup de journalistes et d'observateurs politiques. La faiblesse que vous reconnaissez à demi-mot, parce que de temps en temps vous dites « bon, j'ai peut-être été un peu excessive ». Est-ce que cette faiblesse n'est pas un peu aussi celle de Serge Letchimy? C'est-à-dire? Écoutez, vous n'avez pas peur qu'elle entame sa crédibilité, qu'elle menace son avenir politique? Pour un coup de gueule? Dis donc, c'est que vraiment notre action n'est pas perceptible ou pas visible. Parce que si pour il m'a beaucoup encouragé. Il vous a pas dit Catherine, tu es allée trop loin? Non, il m'a beaucoup encouragé parce que lui aussi, ça lui arrive de temps en temps d'avoir des moments durs. Et puis, encore une fois, si en 15 ans de vie politique, vous restez focalisé pendant des minutes que je trouve très longues sur un mot, c'est que vraiment tout le reste que j'ai pu faire a été effacé. Au-delà de ces mots,
Je les assume, je l'ai dit et je les assume. On a bien retenu. Un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse, disait si bien Aimé Césaire. Vous l'avez dit dans cette émission. Au-delà de la polémique, Catherine Conconne, est-ce que la politique, les fondements idéologiques, est-ce que ça vous parle? Parce que vous, on a bien l'impression que vous dites, quand vous renvoyez d'un revers de main tous les gens qui vous disent « Catherine, tu es là quand même pour faire un peu de politique ». Vous vous dites « moi je fais, je réalise, donc le reste, ça m'importe peu ». Or, les gens qui votent, ils votent aussi pour des idées, non? Oui, mais bien, je les mets en œuvre, ces idées. Je mets ces valeurs en œuvre. Et je n'oublierai jamais, quand Aimé Césaire me disait très souvent, ne te laisse jamais voler ton pouvoir d'initiative. Prends des initiatives et agis. Voilà, vous verrez donc tout à l'heure, regard sur l'actu politique, ce sera à 20h, juste après la tranche info. Restez avec nous sur ATV, dans un instant, on ira au Carbet où la population se mobilise pour faire renaître la boutique du bourg face à l'église qui a brûlé il y a quelques semaines. Et puis Hubert Bournil nous emmènera ensuite à la découverte d'une jeune femme du Morne Rouge qui crée des bikinis pour toutes les tailles du XS au triple XL. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais avant, direction la Guadeloupe où le groupement hôtelier et touristique dénonce une concurrence déloyale. Dans un courrier adressé en février dernier au préfet, il pointe du doigt des hébergements et des tables d'hôtes non déclarées qui leur font de l'ombre. Pour les professionnels du tourisme, c'est un vrai manque à gagner. Il demande à l'État de faire appliquer la loi pour plus d'équité, mais aussi pour davantage de protection des travailleurs. Linda Kayersi. Faire respecter la loi et renforcer les dispositifs pour mettre un terme à la prolifération d'hébergements et tables d'hôtes non déclarées. Telles sont les revendications du groupement hôtelier et touristique de la Guadeloupe. Ces gens-là, par exemple, ne cotisent pas à la CVAE, à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, ils ne collectent pas la TVA, ils ne payent pas la taxe de séjour, ils ne déclarent pas toujours leurs employés, donc ils ne cotisent pas à la CGSS. Voilà. Et ça, cette inéquité, à mon avis, doit être corrigée au XXIe siècle. Des activités saisonnières clandestines qui, pour le groupement, favorisent une économie souterraine, ainsi qu'une évasion fiscale au détriment des communes et de l'État. Nous avons entre 3 et 3 500 chambres hôtelières en Guadeloupe, qu'il y en a plus dans ces établissements parallèles et que sur un chiffrage estimatif à 50 € la nuitée, ça représente quand même 75 millions d'euros par an qui sortent du système fiscal légal. Des activités parallèles qui n'épargnent pas les hôteliers, mais aussi toute la filière touristique. Depuis une dizaine d'années, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe a vu le phénomène se développer. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, nous avons, nous, en référencement au comité du tourisme, à peu près 525-530 hébergements qui sont référencés, soit labellisés, soit classés. Alors que quand nous allons sur un site comme celui d'Abritel, nous en voyons plus de 2100. Et Abritel est un site parmi tant d'autres. Donc il faut imaginer qu'il y en a davantage en réalité. Face à ces offres d'hébergement croissantes, le comité du tourisme a décidé de mettre en place un référencement beaucoup plus fiable. Nous allons regarder sur tous les moteurs de recherche et nous allons essayer de faire un référencement qui soit beaucoup plus fiable. Et après, nous irons à la rencontre de ces hébergeurs. Nous allons les sensibiliser sur l'importance pour eux déjà, dans le cadre de leur activité, d'être déclarés, parce que la déclaration amène aussi une plus grande visibilité et puis un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Aujourd'hui, avec la prolifération d'hébergements et tables d'hôtes non déclarés, de nombreux syndicats hôteliers, y compris hexagonaux, s'inquiètent de cette concurrence déloyale, alors que leur taux de remplissage et leur chiffre d'affaires sont en baisse. Retour en Martinique où les professionnels du tourisme du Nord se frottent les mains. Du 18 au 26 avril, Basse-Pointe accueillera une étape du championnat mondial de surf professionnel. Plus de 1000 spectateurs sont attendus, un public pour lequel de nombreuses animations seront mises en place. À 10 jours du début de l'événement, la commune est sur le pied de guerre, comme nous le montre ce reportage de Julien Goudichaud. Dans 2 semaines, ce sont 112 compétiteurs venus de 25 pays qui s'affronteront sur ces vagues. Basse-Pointe, capitale du surf mondial. Avec ses 25 années de pratique, Leroy ne manquerait ça pour rien au monde. C'est un rêve. Depuis petit que je vois toujours les posts sur les journaux, les vidéos, ça m'a toujours motivé. J'ai hâte. Et il n'est pas le seul à afficher son enthousiasme.
Tous les Pointois vivent dans l'attente de la grande compétition. On a misé un peu la commune à faire connaître un peu donc, la ville natale de Denis-Césaire et puis donc à faire connaître Basse-Pointe dans le monde international. Une petite commune comme Basse-Pointe, c'est formidable quand ils sont en train de faire l'entraînement. Je suis toujours sur les rochers en train de les regarder. Avec plus de 1000 personnes attendues, le logement a été un vrai casse-tête pour les organisateurs. Alors, et s'il fallait héberger un surfeur? Mais pourquoi pas? Il faut aider Basse-Pointe. C'est ça le développement. C'est une forme de solidarité aussi, donc à héberger des surfeurs. Commerces et hôtels sont sur le pont. Cette gérante s'implique sans compter, et pour cause, l'un de ses fils est champion de bodyboard handisport. J'attends beaucoup de monde qui doit arriver. Je peux prendre quelque chose, je sais pas je peux. Au moins 12 personnes. Alors on s'attelle au bricolage pour préparer de nouvelles chambres. Je prépare des chambres là pour la compétition. Alors on fait la première chambre qu'on commence à faire là. Quand c'est là, c'est la première chose qu'on voit, c'est l'horizon et puis les vagues, les trucs comme ça qui commencent à se former. Dès qu'on voit la mer en train de se former comme ça, on sait qu'il y aura de belles vagues. Direction le spot de surf. Les meilleurs jours, les vagues peuvent dérouler sur 300 mètres, ce qui fait de Basse-Pointe un site d'une qualité internationale. 2 ans ont été nécessaires à l'organisation de l'événement. Alors forcément, ça fait rêver. Très content donc, pour Lille. Ce sont des surfeurs qu'on a l'habitude de suivre depuis tout petit. Pour regarder ces gars-là sur les vidéos. Pour la plupart, on en est fans. Alors oui, on est très content de les voir, de pouvoir les voir évoluer sur nos spots. Cette compétition internationale fait partie des compétitions qui permettent d'accéder au top 34 pour arriver l'année d'après à concourir pour le titre de champion du monde. La World Surf League, c'est 120 millions de fans dans le monde. Donc c'est vraiment un gros événement. Je pense que c'est l'un des plus gros événements de sport qu'on a jamais vu en Martinique. Une vague d'impatience déferle sur Basse-Pointe. Tous se préparent. La compétition démarrera le 21 avril prochain. En culture, l'Atrium présente pour la première fois les œuvres d'un artiste pour le moins surprenant. Entre sculptures d'argile et réalisations en cire de bougie, Ange Bonello a un monde bien à lui, un monde de couleurs et de lumière où il décline les matières en fonction de ce que lui inspire son quotidien ou même ses croyances religieuses. Un univers au-delà de l'esthétique dans lequel Céline Chalonneau a promené sa caméra. C'est un travail sur 2 ans, avec quand même une partie très graphique, avec des toiles, organic form, donc qui raconte l'intérieur de l'humain, le génome humain. Je travaille sur les cellules, la représentation et toute la partie poétique qui peut s'installer dans tout cet univers intérieur. Donc les arches, ce sont des personnages avec sur leur tête des échafaudages qui représentent l'esprit, le divin. Et la base de ce travail-là, c'est sur des bougies de prière. Et là, vraiment, c'est mon premier travail. Donc, une vingtaine de statues, des arches, des astres, sur lesquels j'ai créé un univers. Un univers graphique, coloré, mystique. Et donc il faut prendre du temps à découvrir. On n'est pas dans la décoration, la représentation, on est vraiment quelque part dans le spirituel. Pour moi, toutes les représentations un peu bibliques sont très importantes et elles s'imposent à moi, mais en même temps, je fais partie de mon temps et de cette actualité. Et donc on voit apparaître bien sûr des personnages qu'on a l'habitude de voir dans les bandes dessinées, dans les graffitis. C'est un travail qui se répartit en 3 pôles, on va dire, avec la sculpture, donc l'argile, les toiles et aussi la performance. C'est une discussion imaginaire entre les astres, les divinités, les arches. Enfin, c'est intéressant et ça vous happe et ça vous emmène vraiment dans ce voyage-là. Voilà, une exposition à découvrir donc à la galerie André Arsenec de l'Atrium jusqu'au 30 avril. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Et tout de suite, le JT des communes.
Le JT des communes qui commence au Carbet, des Carbésiens très solidaires. Après l'incendie qui avait ravagé la boutique Caïman Jeanne le mois dernier, un comité de solidarité s'est formé. Son objectif, collecter des fonds pour faire renaître l'épicerie du bourg. Une épicerie montée par la mère de l'actuel propriétaire, Béatrice, et qui a vu grandir des générations de Carbésiens face à l'église. Céline Chalonneau. Voilà, c'est ici que j'avais mon épicerie et c'est la nuit du 20 au 21 que tout est parti en fumée, il ne reste plus rien. Il aura fallu d'une nuit pour que Béatrice Chalut perde tout dans cet incendie. Il y a une dizaine d'années, elle avait accepté de reprendre la petite boutique du bourg créée par sa mère en 1984. Aujourd'hui, il n'en reste que des décombres. C'est pas évident. Déjà, pour passer à côté chaque jour, c'est pas facile. Parce que, comme on dit, lorsqu'on est habitué à quelque chose, on a ses habitudes, son travail, c'était mon gagne-pain, alors c'est vraiment pas facile. Je suis au chômage depuis le 21, alors j'essaie de gérer, mais c'est pas évident. Hein. Cet incendie a suscité un vif émoi dans le quartier. Tous connaissaient Caïman Jeanne en face de l'église. Je connais la boutique depuis sa création, depuis qu'elle était donc dirigée par notre bien-aimée Jeanne, la maman donc de Béatrice. Et on peut dire que cette boutique-là était, et j'espère qu'elle sera à nouveau, acteur de cohésion sociale. Hein, et tout le monde s'y retrouvait. Dans son malheur, Béatrice Chalut peut compter sur la solidarité des Carbésiens. Une urne a été installée à l'entrée de la mairie pour recueillir tous les dons. Le matin même, je suis venu sur place vers 4 h du matin et tout de suite, quand on a vu l'état des lieux, il fallait repartir. Il fallait repartir. Tout de suite, la population était prête à vouloir faire un geste donné. Un soutien bienvenu pour l'épicière, déjà prête à repartir au combat. Je veux bien recommencer. Dans la vie, il y a toujours un recommencement à tout. Ça ne me dérange pas de recommencer. Trop endommagée, la bâtisse est vouée à être démolie. Très bientôt, grâce au comité de soutien Solidarité Béatrice, de nouveaux locaux seront mis gracieusement à disposition par le propriétaire de cet immeuble. Caïman Jeanne pourra renaître de ses cendres. Voilà une bonne nouvelle pour le Carbet. Bonne nouvelle également pour les riverains de chemin Bois-Neuf. La voie est rouverte à la circulation. La route reliant le Lamentin à Saint-Joseph par Gondeau était fermée depuis le mois d'août dernier. Elle est donc enfin rouverte à la circulation pour le plus grand plaisir des riverains. Attention aux coupures d'électricité. Demain, le quartier Plateau-Fofo à Schellcher sera privé de courant de 8 h à 13 h. De même, au Morne-Vert, de 8 h à 14 h pour les quartiers Urion, Saint-Maurice, La Garenne et Route Urion. Le François est également concerné. De 7 h 30 à 13 h, les quartiers Bois-Neuf, Morne-Pavillon, Morne-Pitot, Croix-Pélage, Morne-Serpent, Belle-Âme, Cascou, Saint-Roch, Hauteur-Bellevue, Vapeur des Roses, Bois-Soldat, Morne-l'Enfer, Résidence Reine-Claudet, Villaciel. Enfin, de 7 h à 13 h, les quartiers Roche-Carré, Morne-Roche, Morne-Bel-Air, Petit Bambou et Bellevue du Lamentin seront eux aussi privés d'électricité, tout comme le quartier Chapelle-Villarson du Robert de 7 h 30 à 13 h. Prenez donc vos dispositions dès ce soir pour demain matin. Enfin, jetons un œil, comme tous les jours, sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galéria de 8 h à 14 h demain. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9 h à 16 h. Enfin, on termine avec une rencontre qui va en faire fondre plus d'une. Hubert Bornil est allé à la rencontre d'une jeune créatrice de vêtements de plage. Originaire du Morne Rouge, elle dessine des modèles que sa mère réalise de manière totalement artisanale, des maillots de bain et autres accessoires qu'elle a aussi adaptés pour les femmes rondes afin d'être élégantes et belles du XS au triple XL. Hubert Bornil avec Michelet François. Ça se passe entre Mépron et Chazot, une ligne de vêtements pour plage, vêtements et accessoires. C'est le travail d'une jeune femme styliste et mannequin. Elle s'appelle Leslie Lalande. Elle nous montre son travail. Une ligne de maillot de bain pour femmes rondes, il fallait le faire, elles l'ont osé. Leslie Lalande, c'est la fille, jeune, exigeante, néanmoins talentueuse.
Elle dessine ses modèles. Sa mère, quant à elle, Claudine, couturière de formation, assure le gros œuvre. Tu as juste ajusté celui-là? Oui, mais là, pour ne pas voir la couture et tout ça, alors je vais faire comme ça, ce sera mieux. Hein, comme ça, je vais coudre comme ça. Et là, ce sera plus propre pour la finition. Et là, tu vas surpiquer en même temps. Je suis dans le domaine du balnéaire, styliste sans formation. Je suis simplement autodidacte. L'entente semble parfaite au domicile familial et sous le regard bienveillant de ses parents, Leslie est parvenue à s'épanouir dans un domaine qu'elle affectionne, celui de la mode. Mannequin au départ, elle a décidé d'aller plus loin en créant sa propre entreprise et sa marque. Ici, c'est du lycra, la matière utilisée qui est en lycra rose, qui est associé avec un lycra dentelle avec des sequins. Donc ce qui attire un peu la lumière et qui est très joli sur les plages. J'ai aussi ce modèle où j'ai voulu associer modernité et tradition. Ici, nous avons 3 attaches. Et on peut faire avec ces 3 attaches éventuellement une natte, un petit bas très tendance chez nous, avec les ouvertures sur les côtés, donc les 3 bandes. Maillot de bain, accessoires pour la plage, des créations sur mesure qui ont de la personnalité. Voilà ce qui caractérise à première vue l'œuvre de la jeune femme. Là, éventuellement, c'est un accessoire que j'utilise lors des défilés quand c'est la robe de mariée, enfin, le maillot de mariée, donc c'est le bouquet. Donc voici les petits nœuds. Et elles peuvent aussi faire des robes ou des jupes. Ici, c'est une jupe qu'on peut porter en robe, qui a toujours un petit accent caribéen avec l'hibiscus. Voilà donc le travail de Leslie. Et quant au modèle, ici porté par Myriam, il sera bientôt visible lors de la prochaine collection avant-première LLC spéciale Femmes Rondes. Hubert Borne, il a un travail génial. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.